Bonjour tout le monde. Alors le plan a marché, je ne vais pas vous parler de consommer vos API, mais j'ai fait exprès de ne pas mettre le mot gouvernance dans le sujet, sinon il n'y aurait personne dans la salle. Donc ça déjà, c'est bien, ça a marché. Donc on va parler finalement du fait que les API, c'est une réalité, ça fait longtemps. Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, ça vient du mainframe. Donc ça fait très longtemps qu'on fait les API, mais aujourd'hui on en fait un peu différemment. Il y a des gens qui ont accolé le mot management à API et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, d'accord ? Même s'il y a tout un tas de standards techniques qui sont arrivés, finalement on fait un peu la même chose qu'il y a 30 ans, on le fait un peu mieux et on le fait de manière beaucoup plus distribuée. Mais en revanche, pour tirer bénéfice des API, réellement, il ne s'agira pas juste d'exposer des capacités fonctionnelles à travers du code accessible à distance, qu'on va garder comme une définition des API, puis après on n'y reviendra pas. Donc je vais rapidement me présenter, dire que les API sont là, il n'y a pas de problème, mais qu'elles sont venues avec tout un tas de problèmes. Je ne parle pas des API du mainframe, ni du client-serveur, ni des premières API qu'on a pu faire dans les développements web. Je parle des API aujourd'hui dont on se sert pour étendre son entreprise, offrir des services à des tiers, ou éventuellement, quand on est une immense entreprise, à l'intérieur de cette même entreprise, entre divers services. Donc on va rapidement voir qu'il y a des problèmes pour aller vers les API, en tout cas, dès qu'on en a. Il y a tout un tas de solutions, en revanche, elles sont connues, et la plupart ne sont pas techniques. D'accord ? Techniquement, les API, c'est un sujet quasiment plié, quasiment couvert. Donc moi-même, pourquoi je vous parle d'API ? Je suis cofondateur d'une société de conseil en architecture. Je travaille soit auprès des directions métiers, soit auprès des directions IT, justement pour accompagner toutes les transformations de systèmes d'information. J'ai eu la chance de commencer sur des immenses projets il y a une trentaine d'années et du coup de voir ce que c'était que de faire bouger un SI. Pour moi, l'architecture, et pour nous à Emoxa, l'architecture, ça sert justement à assurer la capacité de se transformer. Les API étant un petit peu une pièce maîtresse dans ce domaine, j'ai au sein d'Emoxa la maîtrise de la pratique de l'API management au sein de la société. Je suis aussi co-auteur d'un ouvrage paru chez Duno sur les architectures de services, dont la dernière édition a mis le focus sur l'API management et ce que ça change dans ce genre d'approche. Alors les API, ça va très bien techniquement. S'il y a des développeurs dans la salle, c'est facile à faire. Je dirais même, à la limite, si vous avez des problèmes de développement d'API, il faut vraiment reformer vos équipes ou leur donner accès à beaucoup de ressources, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de fabriquer des API. D'accord ? Le problème, c'est que souvent, on n'a pas une API, ou alors, dès qu'on a une API, elle va devoir changer, ou alors, si elle est trop utilisée, il va falloir résister à tout un tas de petites choses dans sa vie. Donc quand on commence, soit on change ce qui existe déjà, soit on crée. Les premiers problèmes arrivent assez rapidement, comme d'habitude, de dupliquer nos API, de faire une deuxième API qui fait exactement la même chose que celle d'à côté. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Soit parce qu'on ne se parle pas. On est une grande entreprise, l'équipe d'à côté, etc. Bon, c'est classique. Il n'y a pas de souci. Bon, ça peut se résoudre. Mais vous voyez bien que ça ne se résout pas par la technique, ça se résout avec des responsables d'équipe qui disent « Non, mais va voir quand même si ça n'existe pas déjà ». Le deuxième problème, un peu plus insidieux, on a des API, on les connaît très bien, sauf qu'il y a le super client qui veut une nouvelle variante de notre API et on ne peut pas décommissionner les anciennes variantes, on ne peut pas les changer parce que nos clients ne peuvent pas bouger. On commence à avoir plein de variantes de nos API qui sont des toutes petites duplications. D'accord ? Ça aussi, c'est un peu chaotique. Les moyens de faire ça, les moyens, en fait, c'est d'outiller. Alors, je ne m'étendrai pas sur les solutions d'API management. Elles fonctionnent toutes relativement bien. Techniquement, elles se différencient de moins en moins. D'accord ? En revanche, au niveau de la façon de votre capacité à vous organiser autour de ces solutions, elles sont assez différenciées. Donc, tous les outils de gestion qu'elles offrent font pour moi la différence. Elles offrent toutes ce qu'on appelle le catalogue d'API. Alors souvent, c'est le portail d'API, le dev portal, le X portail. D'accord ? Alors c'est très bien, c'est le premier pas. Effectivement, si vous voulez cataloguer des choses, il va falloir un outil pour le faire. Ceci dit, un wiki, un Excel, ça marchait déjà aussi. D'accord ? Donc toutes ces solutions, elles vont un peu plus loin que ce qu'on avait déjà fait en mode débrouille. Sauf que le catalogue existe, c'est pas forcé que les gens aillent le voir. Donc ça veut dire qu'il faut mettre un procédé en place en disant « Ah, il a une bonne idée d'une API, est-ce qu'il a vérifié le catalogue ? Est-ce qu'on doit être derrière tous les gens ?
On ne fait pas. En tout cas, vous avez tous déjà un procédé de change. Il y a une nouveauté qui arrive, il y a une évolution, donc intégrer à ce change le fait de dire on vérifie dans le catalogue ou on valide avec la personne l'API qui est proposée, etc., etc. Donc, catalogue et validation, c'est des éléments d'organisation qui vont venir, d'accord ? Des petits outils, mais tout de suite des gens, donc des architectes fonctionnels, des architectes normaux, des architectes data, etc., 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 et le futur responsable de l'API. On en parlera un petit peu après. Après, on a les API, et quelquefois c'est une plaie, on a des API qui sont utilisées alors qu'on ne le sait pas. C'est arrivé encore récemment, soit dans les systèmes très critiques, alors il y a l'API qui tourne sur un serveur qui n'est pas référencé, la prod coupe le serveur, et là tout d'un coup, patatras, tout s'arrête. Il y a même des gens qui disent à la prod, coupe, on verra qui appelle. D'accord ? Donc ça, c'est des pratiques un petit peu de l'ancien monde, mais ça ne vient pas du mainframe. Mais si on avait un catalogue qui tient à jour ces liens, la prod ne se poserait pas cette question. Elle irait voir directement la personne responsable de cette API en disant « il faut qu'on change l'infrastructure ». Il y a aussi des API qu'on a et on ne sait pas si elles sont utilisées, alors que c'est celles qu'on a bien voulu mettre. Ou alors, on sait qu'elles ne sont pas utilisées et on ne sait pas pourquoi. D'accord ? Donc il y a plusieurs raisons, encore une fois. Soit parce que vous n'avez pas fait le travail de la mettre bien au catalogue, de la montrer, c'est-à-dire qu'elle n'est pas visible. D'accord ? C'est exactement l'API qu'il faut pour tout le monde, mais personne ne le sait. Personne ne le sait, c'est pas parce qu'elle est écrite en Shmuba, en Python, en Node.js, qu'elle sera mieux connue. D'accord ? C'est parce qu'il y a tout un travail de marketing, de présentation, de souscription, pour aller chercher des consommateurs, pour leur dire « elle existe, mon API, elle est là ». Mais une fois que vous avez fait ça, il faut qu'elle corresponde aux besoins. Donc il y a aussi de la problématique de est-ce que j'ai fait une API pertinente ? Donc tout ça, ça se fait pareil, c'est pas de la technique. Je peux donner un exemple dans le cadre de l'industrie où on a demandé à des directions métiers d'exposer leurs capacités par API. Pendant un an, c'est resté la page blanche parce que le métier dit que les API, c'est un problème technique. Donc on attend que la technique bouge. La technique dit, nous, l'informatique, c'est en réponse à des specs. Donc tant qu'on n'a pas de specs, on fait rien. Donc dans ce cadre-là, typiquement, c'est du brainstorming qui fait qu'on sait quelles sont les API qu'on va pouvoir faire. Donc là, ça a été très rapide. Les premiers ateliers qu'on a faits, il y a le marketing qui a dit nous savons que lorsque nos distributeurs peuvent donner une date de disponibilité de nos produits, on a 30% de vente en plus. Hop, terminé, on arrête les ateliers, la première API est là. D'accord ? Donc il a fallu, alors que ça faisait un an que tout le monde s'attendait, il a juste fallu mettre les personnes dans une même salle pour trouver une API en quelques heures. Cette API a été mise en œuvre, il n'y a pas de problème, c'est un petit projet de 3 à 6 semaines, plus 6 semaines parce que la sécurité nous est tombée dessus et qu'il fallait passer les fourches coniques, mais il n'y a pas de problème. Au bout de 12 semaines, elle est en production et les premiers clients et distributeurs disent « on ne peut pas l'utiliser ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était une API qui donnait la fameuse date de disponibilité d'un produit. Et en fait, les distributeurs ont dit « mais qu'est-ce que c'est que cette date ?» Les informaticiens ont répondu c'est la date de disponibilité dans SAP. Moi, j'ai pas de problème. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Les distributeurs, ils ont dit mais je comprends pas, c'est la date de disponibilité chez vous, chez nous ou chez notre client ? Donc on voit bien qu'encore une fois, l'informatique ne peut pas répondre à ça. D'accord ? Il a fallu que quelqu'un du métier dise ah oui, en fait, c'est la date de disponibilité au sens du contrat d'échange avec tel distributeur. Ils ont juste rajouté ça dans la documentation, sans changer une seule ligne de code, et l'API a été utilisée le lendemain. Directement. Donc on voit bien encore une fois que le métier a vraiment une grosse place dans la description du contrat. C'est pas juste ça doit faire ça, puis l'informatique fait le contrat d'API. Non, c'est je participe jusqu'au bout. Donc si on n'a pas cette collaboration autour des contrats d'API, vous aurez les API bien, mais des API inutiles ou inutilisées, ou inutilisables. Donc c'est extrêmement important. Ça continue. Le problème avec les API, si vous commencez à avoir les bonnes API, c'est que ça va marcher et que vous aurez du succès. Alors je suis désolé, mais vous allez avoir le problème des riches, à savoir je suis trop sollicité. Comme c'est de l'informatique, alors là je suis désolé, mais il ne faut pas se masquer tout ça, il y aura des problèmes. Okay ? Même si vous avez tout bien préparé, il y aura des problèmes. Même le réseau n'est pas fiable, donc il y aura des soucis. Donc vous allez être appelé. D'accord ? Si c'est une API pour la petite équipe d'à côté, ils sont 2, vous êtes 5, il n'y a pas de problème, vous pouvez discuter. Si c'est une API pour votre partenaire, ils sont 12, vous êtes 5, ça va. Si c'est une API pour N partenaires, et N dépassant vraiment le double de votre équipe, là vous allez être appelé par mail, par téléphone tous les jours. D'accord ?
Donc vous avez deux choix. Soit vous êtes capable de scaler votre équipe, rajouter 10 personnes par mois avec le succès de vos API. OK, c'est impensable. Soit vous allez faire du marketing, c'est-à-dire que vous allez inverser la pression et proposer finalement un accès à votre API qui explique le maximum de choses, qui permet au client de tester le maximum de choses avant de vous appeler. D'accord ? Il faut l'outiller au maximum, lui donner toute la doc, lui donner tous les moyens de tester, de ceci, de cela, même de l'extérieur. Comme ça, au moins, toutes les premières questions en disant comment est-ce qu'on utilise votre truc, vous ne les avez pas. D'accord ? Il faut diviser par 10, voire par 100, le nombre de sollicitations que vous aurez à avoir. Donc tout ça, on rejoint, c'est outillable en partie par les fameux portails d'API, parce que dedans, il y a le consommateur qui peut dire j'ai tel problème, ou je récupère la doc, ou je teste, et ainsi de suite. Il y a des formalisations, alors c'est le premier standard qui, je pense, a pas mal changé la donne, OpenAPI, même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'organisation d'API, c'est un des premiers standards où dedans il y a à la fois de la technique et de l'organisation. Dans les entêtes OpenAPI, on peut dire qui est le responsable. D'accord ? Où est la licence ? Où sont les termes d'usage ? Ça n'a rien à voir avec la technique. D'accord ? Donc c'est déjà un standard qui met le doigt sur le fait qu'une API, c'est à moitié de la technique, à moitié du fonctionnel, du métier, du réglementaire. Quand je dis à moitié, je pense que c'est un tiers de technique seulement. Donc, autour de ces documentations et tests, on pourra aller un petit peu plus loin. En tout cas, plus vous aurez des ambitions d'aller vers les API, plus il va falloir outiller ce genre de choses. Et puis après, tout peut très bien marcher. Vous avez fait les bonnes API, vous avez les bons consommateurs, tout va bien. Pour l'informatique, tout va bien parce que les API répondent à N messages par seconde, c'est parfait, etc., etc. Sauf que, je reprends mon exemple de disponibilité produit chez un industriel, on s'est aperçu au bout d'un moment qu'il y avait 50% d'erreurs pour les appels. L'informatique a regardé, des références produits qui n'existent pas. J'ai validé l'aspect. Bon, si la référence produit n'existe pas, je dis, j'ai pas de date de disponibilité, le produit n'existe pas. Le métier a regardé, ça a duré quelques semaines. Le métier a regardé, au bout de 4 secondes, ils ont dit « Ah, mais ils utilisent des références du catalogue d'il y a 4 ans. » Le soir même, ils donnaient le nouveau catalogue au distributeur. Toutes les erreurs ont disparu. Donc encore une fois, là, on voit bien que l'API est la bonne, elle est en cours d'usage, mais le suivi de l'API ne peut pas se faire juste par l'informatique. D'accord ? Si on n'a pas quelqu'un qui sait comment doit utiliser le service, l'API au niveau fonctionnel, ben on va rater des choses. Et là, évidemment, quand c'est fait, si toutes les erreurs disparaissent, le client est plus satisfait, donc il est plus fidélisé, et ainsi de suite. Ce n'est pas anodin. Voilà, donc si on a à la fois, si on commence à mettre en œuvre des choses pour pallier à ces problématiques de croître avec les API, là, on commence à pouvoir prendre son envol. Alors, comme je disais, l'API, c'est quelque chose en marche, ça fonctionne relativement bien. L'API management, les solutions commencent à être extrêmement matures, d'accord ? Alors, il y en a de plus en plus, c'est peut-être un petit peu difficile de s'y retrouver. On verra quelques petits conseils à la fin, mais moi, je ne parle pas de solutions en tant que telles. Développer les API, c'est zéro problème. Il y a tous les moyens techniques pour ce faire, que ce soit on-prem, en cloud, avec N langages, sans serveur, etc., etc. Ça, c'est pas un problème. La seule chose qui a changé dans les 20 dernières années, c'est quelques standards de sécurité, d'accord ? Et puis les standards comme OpenAPI qui permettent d'avoir des partages plus faciles, des normes en fait. En revanche, tous ces standards, toute cette technique n'assurent pas la pertinence de vos API. Ça, on va revenir un petit peu après. Ce qu'on a dit tout à l'heure fonctionne. Ce n'est pas le code qui va faire que l'API soit pertinente. Qu'elle soit bien codée, c'est une chose, mais ça, c'est pas du tout un problème. Qu'elle serve, c'est encore autre chose. Exposer ces API, on fait ça depuis 20 ans, d'accord ? Alors, on le fait peut-être avec des standards un peu plus ouverts aujourd'hui, mais c'est pareil. OK ? Mais exposer une API, c'est pas tout. Il faut aussi savoir comment est-ce qu'on va chercher les utilisateurs, comment est-ce qu'ils vont trouver nos points d'accès, d'accord, trouver facilement. Et ça aussi, pareil, comme on l'a dit, sans que ce soit, en cas de succès, un problème pour nous d'avoir trop de clients. Sinon, toutes les façades techniques, les passerelles d'API qu'on vous vend à tire-larigot, elles fonctionnent tous super bien, d'accord ? Donc ça, c'est pas un souci. Et je terminerai par monitorer des API. Le monitoring, c'est quelque chose pareil qui est en place depuis 20 ans. Alors là, quelquefois, il y a des petits sourires. C'est effectivement industrialisé depuis au moins une dizaine d'années. Il y a encore des personnes qui me disent « mais je n'ai pas le nombre d'appels, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre ». Bon, je pense qu'il ne discute pas avec son infra, mais en tout cas, c'est tout à fait à la portée de n'importe qui. Monitoring technique, facile à mettre en œuvre. Monitoring fonctionnel, en revanche, monitoring métier,
Il est là non pas pour répondre à ça marche chez moi, d'accord, l'API répond, mais est-ce qu'elle répond bien, ou est-ce qu'elle est bien utilisée, ou est-ce qu'elle est plus utilisée qu'avant, est-ce qu'elle est moins, quelle est la tendance, d'accord? Les fameuses 50% d'erreurs dont je parlais tout à l'heure, ce n'étaient pas des erreurs techniques, c'était bien des erreurs fonctionnelles. Donc là, en fait, il faut donner des visions à des gens du fonctionnel pour analyser ces erreurs-là. Et c'est pas juste voilà, quelques petites courbes et ainsi de suite avec un ELK ou n'importe quoi qui va répondre à ça. C'est vraiment créer des indicateurs. Alors, tout le monde vous a dit qu'il faut créer des KPI quand on fait les caractères. Bon, ok, les KPI, ça fait longtemps. Les indicateurs de performance, c'est les temps de réponse, de disponibilité, il n'y a pas de problème. La grosse nouveauté avec les API, et c'est ce pourquoi on se réunit tout le monde avec depuis quelques années, c'est qu'on va chercher à avoir des indicateurs de valeur, ce qu'on appelle des KVI, d'accord, où les gens du fonctionnel vont essayer de savoir, vont avoir le devoir d'évaluer est-ce que leur API sert à quelque chose et qu'est-ce qu'elle apporte. C'est là qu'on commence à avoir une projection un petit peu différente, parce que quand on apporte de la valeur, c'est un petit peu différent que quand on est juste un coût informatique. Donc, clairement, une solution d'API management, ça ne fait pas tout, ça fait beaucoup, mais l'API management, je pense vous avoir un petit peu montré les choses, ça n'est pas qu'un problème technique, il y a tout un tas d'organisations à mettre en œuvre, parce que bien sûr, répondre à tous ces challenges-là, ça ne va pas être avec l'outil X ou l'outil Y, ça va être avec les personnes, avec les hommes et les femmes qui vont constituer l'équipe, qui vont devoir gérer ces API, avoir la bonne idée de la bonne API qui fera ça, savoir suivre une API, les tendances, est-ce que mon client hyper important ou mes clients hyper importants pour lesquels j'ai fait ces produits les utilisent. J'ai utilisé le mot produit aussi, on vous avait dit API as a product, c'est vraiment le motto qu'on se réunit tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? L'idée, c'est d'être consommateur centrique pour savoir de quoi les clients ont besoin. D'accord? Donc, avoir une approche de proposition de valeur. Tout ce qui est pilotage automatique, c'est fait pour résister à la pression. Si vous avez 1000 clients qui utilisent vos API, vous devez avoir un portail qui outille le fait de prendre éventuellement quelques requêtes, de savoir comment ça marche, mais de donner toutes les informations. Et dès qu'on a répondu, on met à jour la documentation pour ne pas avoir 2 fois la même question, etc., etc., etc. Et les outils de suivi dont je parlais. Et tout ça, en fait, je vais finalement dire le gros mot, tout ça doit s'inscrire dans la gouvernance de vos API. Et la gouvernance des API, ce n'est pas un truc en plus qu'on rajoute dans une boîte. C'est on prend les éléments de gouvernance que vous avez déjà. Tout le monde a déjà du change management quelque part. Et on dit qu'est-ce qu'on doit rajouter pour être sûr de piloter nos API, savoir qu'elles sont inscrites au catalogue ou pas, savoir que les futures évolutions ou les futures API ont un sens ou pas, savoir qui regardera les fameux logs ou qui regardera l'évolution des usages des API. Donc qui fera quoi et quand. Donc c'est des problématiques de responsabilité et d'organisation. Ça explique pourquoi c'est un petit peu passé sous le tapis, c'est que l'organisation, personne ne veut y toucher, c'est toujours trop cher et trop difficile. D'accord ? Mais si vous ne le faites pas, vous aurez juste des API techniques. Je vous donne un exemple d'API technique qu'on a eu dans le milieu mutualiste. Il y avait un API manager qui a été installé, il y avait des prises de rendez-vous de dentistes qui étaient instrumentées, on savait tout ce qui se passait. Ça marchait très bien. Au bout d'un an, changement de DSI, recherche cost killer, il y a un espèce de machin qui s'appelle l'API Manager qui fait des prises de rendez-vous de dentiste. Ça sert à quoi ? On peut utiliser un proxy réseau, ça marche très bien. Et là, on leur a dit, c'est quand même dommage, ça permet au métier du dentiste de savoir qu'est-ce qui se passe dans un quart ouest de la France pour savoir si c'est à Rennes ou à Nantes qu'il faut installer plus de dentistes. Et là, on s'est aperçu qu'ils n'avaient jamais donné l'information au métier. Donc, simple centre de coût, ils ont été décommissionnés. Sinon, le développeur des dentistes aurait eu toute l'information pour se faire et donc aurait dit, ça, je le garde. D'accord ? On voit bien ici, si on se contente de la technique, ça ne marche pas. Donc tout ça, il va falloir mettre en place une organisation, dire qui sera responsable de quoi dans le cycle de vie des API. Alors, cycle de vie des API, je vous la fais rapide. Avoir des idées, identifier comment est-ce qu'on va faire, concevoir des API, identifier, c'est aussi identifier les coûts que ça aura, ou ce que ça peut rapporter, etc., etc. Implémenter une API, ça ne change rien. À part 2-3 standards, on développe comme on développait des services il y a 15-20 ans. Donc ne pensez pas que développer des API, il y a des nouveautés. D'accord ? Ça ne change rien. Même offrir des API, il n'y a quasiment aucune nouveauté. Et puis suivre, c'est extrêmement important. Et puis ces équipes-là, ce n'est pas une équipe centrale qui va gérer vos API, d'accord, avec des experts des API. Non. Ça doit être
une communauté de pratiques qui permet à chaque personne de votre organisation de s'exprimer. Le responsable fonctionnel, il doit dire c'est ça que je cherche. L'infra, il doit dire on ne peut pas accepter des contrats de SLA, de disponibilité de 10 000 appels par seconde sur tous les jours, etc., etc. Et l'objectif de tout ça, finalement, c'est de la proposition de valeur. C'est que vos API soient des propositions de valeur pour vos clients. Et donc, l'approche produit et donc un responsable produit, etc., etc. Vous voyez que ça ne peut pas se faire sans les gens et en comptant juste sur la technique. Et donc, par-dessus la technique, il faut définir les rôles, rajouter les nouvelles pratiques, étendre les pratiques de gouvernance existantes, confier des responsabilités, des directives de vol, les répéter aussi, parce que c'est-à-dire qu'il faut que tous les acteurs, les développeurs, les responsables API, les responsables fonctionnels, l'infra soient au courant de qu'est-ce qu'on essaie de faire avec les API et que ce n'est pas juste un programme avec un endpoint technique. Ça ne veut rien dire, d'accord ? Pour tirer les bénéfices, il va falloir faire tout un tas de choses. Et c'est ce qui vous permettra d'avoir un patrimoine d'API utile, utilisable, d'accord ? Et puis après, de penser au futur. C'est-à-dire que de dire des API qui partagent le revenu, complètement différent en informatique d'être responsable d'un revenu que d'un simple coût, d'accord ? Et puis voilà, c'est le premier pas, je dirais, vers un chemin de maturité. Si vous n'avez pas tout ça, ça se construit petit à petit. Donc je vous souhaite un bon vol avec les API.